se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, quoi, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là, il est 6h du mat. Donc, on est bien. On est plutôt pas mal pour commencer ce petit débat, les copains. Franchement, match de ouf. Match de fou furieux. Franchement, c'était dingo ce qu'on s'est tapé. Alors, ok, c'était 1 heure plus tard. Ok, il y avait des conditions un peu extrêmes. Si ça va, ça avait l'air de s'être calmé quand même quand ça a repris. Franchement, le match était dingue. Franchement, le match était complètement dingue. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, on va faire le débrief comme d'habitude. Mais ceux qui l'ont vu, franchement, ça valait le coup d'être resté debout jusqu'à pas d'heure. Donc, comme d'habitude, les copains, vous y allez, vous commentez, vous likez, vous partagez. On fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa que si je le fais tout seul. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même tout seul et avec plaisir. Mais bon, voilà. Et si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez cette vidéo, allez-y, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. On a besoin de ça pour faire grandir un peu la chaîne et pour nous donner de la force et pour continuer les débats jusqu'à 6h du mat, 7h du mat et ainsi de suite. Voilà les copains. Bon, le duo Bellingham-Kane sauve l'Angleterre. Alors déjà, je tiens à dire, dans la preview, je fais mon mea culpa tout de suite. J'avais dit que j'étais pas extrêmement satisfait des performances de notre ami Jude Bellingham. Bon. Je vais faire mon mea culpa. Parce que là, ce soir, il fait un gros match. Et il y a les stats, et il y a le match, la personnalité, et ce qui nous a produit. Et là, franchement, bien sûr que dans l'histoire, dans l'équation, il y a Harry Kane aussi à prendre en considération. Mais les copains, Bellingham, il fait un énorme match. Énorme match. Donc, franchement, c'est pas à minimiser. Donc, on va y aller direct, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui sont là et qui font le live, enfin, qui font le débrief sur la chaîne, vous avez l'habitude. On commence par les compos. Donc, je l'avais dit, par contre, dans la preview, j'avais dit que le Mexique allait mettre une grosse intensité à la conquête du ballon. Qu'ils allaient peut-être pas forcément avoir la maîtrise du ballon et donc la maîtrise technique, mais qu'ils allaient mettre un gros impact. Et je vais être honnête, j'ai été un peu déçu dès le départ parce que nous a proposé ce que nous ont proposé nos amis mexicains. J'ai trouvé que c'était c'était pas aussi intense que ce qu'ils avaient prévu, enfin ce qu'ils nous avaient produit contre l'Équateur particulièrement. Donc voilà, je vais pas dire que c'est individuellement, c'est plus collectivement. L'impression collective dès le départ, elle m'a semblé un peu
bancal. Et j'ai pas reconnu forcément l'équipe qui, je l'ai dit plusieurs fois, a mordu les chevilles directement des Équatoriens et qui les a complètement étouffés. J'ai pas retrouvé du tout cette équipe. Et côté anglais, je vais pas vous dire que j'ai senti une autre attitude, mais si un petit peu, que face à la RDC dès le départ. Moi, j'ai senti beaucoup plus d'implication dans le début de match des Anglais. Alors, est-ce que c'est dans la prépa que Tourelle a insisté dessus? Peut-être, mais j'ai senti très très vite que cette équipe anglaise, elle était concernée en fait. Et c'est même, on va dire un peu le joueur un peu qui reste pour l'instant un peu un point d'interrogation, en tout cas qui reste loin de ce qu'on a de ce qu'on avait pu voir précédemment surtout dans les précédentes saisons. C'est surtout Saka qui m'a montré ça. Je l'ai trouvé impliqué, je l'ai trouvé vraiment dedans, et j'ai vu tout de suite que Bellingham, oui, voulait assumer en fait ce poste de numéro 10, de meneur de jeu derrière Bellingham et de joueur très offensif. Et franchement, ça serait mentir que de vous dire qu'il n'a pas donné satisfaction, hein. Vraiment, au-delà des 2 buts, hein. Je vous dis, il a une attitude pour moi de patron. Et cette attitude de patron, ça va vite se ressentir dans le tableau d'affichage. Parce qu'il va nous faire un enchaînement 36e, 38e, les copains, mais c'est un enchaînement de l'enfer, hein, pour les Mexicains. Et vraiment, je pense qu'on s'est tous dit, tous ceux qui l'ont vu le match, on s'est tous dit, quand Bellingham il met ses 2 buts coup sur coup, bon, ça y est, c'est fini, quoi. Là, le match, il est terminé. Il y aura plus, enfin, c'est pas il y aura plus de suspense, mais là, il a mis tellement cher en 2 minutes que non, c'est pas possible. Et en plus, les buts, faut aller se les mettre, hein. Faut aller se la mettre. Il est à l'origine. Vraiment, là, moi, je fais vraiment mon mea culpa. Et je le dis, j'ai été sévère avant le match. Maintenant, c'est comme d'habitude, hein. C'est le terrain qui fait la différence. Et pour on va dire, aller dans ce sens-là, si les joueurs haussent le niveau de jeu et nous produisent autre chose, moi, j'ai aucune raison d'être plus, on va dire, plus vindicatif avec un joueur plus qu'un autre, hein. Donc là, vraiment, ce qu'il nous a produit ce soir, Bellingham, c'est XXL. Vraiment, c'est XXL. Et je vous dis, dans la première partie du match, les 15-20 premières minutes, j'ai trouvé plutôt les Anglais mieux. Après, il y a des situations et ils ont multiplié les situations. Et je pense que ça va être là qu'a été le problème du Mexique. C'est l'efficacité dans la surface adverse. Dans la surface adverse, oui, il y a un manque de killer, en fait. Donc tu peux l'avoir avec évidemment Raúl Jiménez, plus Quinones, bien sûr, mais il y a un manque. Vous voyez les stats, hein, les copains. 20 tirs, ils ont fait 20 tirs. Là où l'Angleterre en a eu besoin, c'est assez fou, mais ils en ont eu besoin que de 6. Donc ils ont été c'est pas qu'ils ont été cliniques, l'Angleterre, c'est qu'ils ont vraiment été clutch au moment important de la rencontre. Et cette rencontre, elle en a eu plein. Elle en a eu vraiment plein. Il y a eu des retournements de situation, mais dignes d'un super bon scénario, en fait. Parce que je vous dis, quand les Anglais viennent à marquer leurs 2 buts coup sur coup, bon, on se dit tous à ce moment-là, bon, c'est terminé, en fait. C'est terminé, le match, il y en aura plus. Et puis, c'est la magie du foot, hein. C'est la magie du foot. Et puis, il y a ce but qui arrive juste avant la mi-temps et qui est un peu à l'image des Mexicains, qui est un peu à l'arrache, en fait. Ils mettent un but, qui est un peu à l'arrache, avec ballon contré qui revient, et Quinones,
je crois que c'est contre ça qu'il la remet involontairement dans l'axe. Et là, t'as Quinones qui est juste à l'entrée de la surface. Et autant vous dire, les copains, là, il se fait pas prier. Le copain, il envoie une belle praline. Il doit être à 8 mètres. Bon, bah, voilà, il te met le 2-1. Et quand il y a le 2-1, je suis très honnête. Vraiment, je suis très honnête. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce match? Là, on est parti sur un match de ouf parce que cette manière-là, on va dire, de revenir dans la rencontre avec le public qui pousse, je vous le dis, ça sentait que ça allait pas s'arrêter là, en fait. Ça se sentait. Et puis, ça se sentait surtout que dans l'équipe anglaise, le but, ça les a mis mal, en fait. Ça les a mis mal. Donc, quand je dis ça les a mis mal, ils étaient quand même bien contents que la mi-temps arrive. Bon, là, c'était pas la pause fraîcheur. Hein. Là, on parle bien de la mi-temps. Ils étaient quand même bien contents que la mi-temps arrive. Et quand la mi-temps est arrivée, on sentait qu'il fallait peut-être recadrer parce que, bien sûr qu'il y a faute professionnelle, entre guillemets, de la part des Mexicains, parce qu'ils se prennent 2 buts en 2 minutes, quasiment. Enfin, c'est 2 minutes, mais pour moi, c'est même moins. Hein. Ça doit être 1 minute 30, 1 minute 40, un truc comme ça. Hein. Donc vraiment, mais c'est ultra coup sur coup. Donc ça, pour moi, oui, il y a un côté faute professionnelle parce que quand tu es joueur de foot, ça doit faire partie de tes bases, de savoir que dès que tu as pris un but, il faut que tu sois vigilant. Et là, cette équipe-là, elle n'a pas été en capacité d'être vigilante. Elle n'a pas été en capacité et elle a très, très vite pas accepté le destin du match, mais elle s'est dit, OK, d'accord, le Mexique va revenir dans la partie, OK, très bien, pas de problème. Et c'est là où, pour moi, est un petit peu le souci de cette Angleterre, c'est qu'elle ne peut pas se permettre de rester à défendre. Mais ça, c'est ce que je me dis à la mi-temps. Je me dis, elle ne pourra pas rester à essayer d'aller se gratter la victoire juste avec le 2-1. Pour moi, j'ai rien personnellement contre Guéhi et contre ça. Hein. Mais pour moi, il y a trop d'incertitudes dans cette défense centrale. Donc, voilà, moi, j'étais pas mal inquiet pour la deuxième mi-temps. Et quand j'ai vu début de deuxième mi-temps, parce que franchement, c'est ça qui est assez dingue, les copains, c'est que ce match-là, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut essayer de vous le mater. Hein. Donc, à la mi-temps, on a notre ami, notre copain Aguirre qui sort César Montes qui loupe. Ah oui, d'ailleurs, César Montes qui loupe le 2-2 juste avant la mi-temps. Ah ouais, truc important. Et c'est Bellingham qui la sort. Donc là, vraiment, la première mi-temps de Bellingham, c'est 10. Si on doit noter les mi-temps, on va pas noter les mi-temps, mais si on doit noter la mi-temps de Bellingham, c'est 10. Parce qu'entre les 2 buts, plus là, le retour qu'il fait sur la toute. Et vraiment, Montes, il est à 4 mètres des buts. Pickford, il ne l'aura pas. Donc vraiment, ce sauvetage-là, il coûte un but. Hein. Donc voilà, truc de fou. Donc César Montes sort. C'est Edson Alvarez, qui était un petit peu porté disparu depuis 2 matchs avec le Mexique qui rentre. Et on n'a pas de changement côté anglais. On repart plutôt à ce moment-là. Hein, on repart plutôt sur une pas domination, mais une maîtrise un peu anglaise. Je pense que Tuchel, à ce moment-là, avait bien recadré tout le monde. Et on repart sur voilà une petite maîtrise anglaise. Et puis Jarell Kansa, là, il nous envoie un tag de l'enfer. Alors, je ne sais plus si c'est sur Alvarado, je ne sais plus sur qui il est le tacle. Mais le tacle, il envoie, mais... Ça, je ne vais pas parler pareil de faute professionnelle, mais dans ce type de match, putain, mais contrôle-toi, mon copain, contrôle-toi. Là, le tacle, c'est même pas, il est raté. C'est le tacle, il n'est pas maîtrisé. Il y va, le pied, il est à, je sais pas, il est au moins, ouais, il est à 50 cm du sol. Je sais pas, mon copain, là, tu vas te calmer quand même. On joue au foot. On n'est pas en train de faire du catch paraguayen.
Tu vois, c'est bon, là, on essaie de jouer un peu. Donc non, plus sérieusement, quand ça, à la base, en plus, l'arbitre, il donne même pas le rouge. Il donne même pas le rouge. C'est une dinguerie, ça. Il donne même pas le rouge. Je crois même, attendez, je crois même qu'il siffle pas faute. Si, il siffle pas faute. C'est exactement ça, en fait. Il siffle pas faute. Non, mais le mec est. Alors évidemment, il est interpellé par la VAR directement. Et ça, c'est plutôt logique. Mais il est même pas sur le coup. Il lui fait, je suis quasi sûr de ce que je vous dis, il lui fait le signe de se lever. Genre, en gros, t'as simulé un peu mon copain. L'autre, il lui a fait un tac de l'enfer. Bref. Ah, c'est fou, ça. Et donc, on continue donc la dinguerie. À ce moment-là, l'arbitre est donc appelé par la VAR. Et donc, quand il va voir la VAR, d'ailleurs, je voudrais avoir votre avis, hein. Je sais pas si je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le live. Est-ce que vous avez déjà vu un arbitre depuis le début de cette Coupe du Monde qui a été appelé par la VAR et qui a déjugé la VAR, en gros? Et qui a dit non, je reste sur mon idée de base. Franchement, il y a même plus de débat en fait maintenant, hein. Quand il y va, c'est bon, on considérait directement que la demande elle est acceptée. Je suis peut-être passé à côté d'un cas, mais pour moi, pour l'instant, tous les cas où la VAR a appelé, il n'y a pas eu une seule fois où l'arbitre a déjugé la VAR. Bon. C'est une petite précision. Et donc là, Monsieur Fergani, je crois, c'est l'arbitre, il est donc rappelé et là, il sort le rouge. Et forcément, on est à la 52e. Hein. On est à la 52e, 53. Quand ça, il prend ce rouge, ça change les plans. Et là, je vous dis, c'est là où moi, je dis quelque chose. Là, enfin, Tourelle, il a son match référence avec les Suédois. Vous avez vu la petite touche avec l'accent anglais quand même, je tiens à préciser. Non, plus sérieusement, il a véritablement son match référence parce que à ce moment-là, oui, il faut que tu réorganises tactiquement ton équipe. Parce que factuellement, tu te retrouves à 10 contre 11. Tu n'as qu'un seul but d'avance. Ton plan de peut-être, on va dire, maîtriser ta deuxième mi-temps comme tu avais l'habitude, comme tu avais le projet, bah non, ça va être complètement radicalement différent parce que là, tu te retrouves à 10 contre 11. Et à 10 contre 11, je sais pas, ça doit être 2-3 minutes après, il nous fait sortir Saka, pardon, à la place de Stones. Donc, on comprend que là, pour que vous remettiez un petit peu ceux qui suivaient le live sur YouTube, à ce moment-là, donc tu n'as plus Saka, tu te retrouves avec Stones qui va, je sais pas si c'est prendre la place à droite, parce que Stones, on est bien d'accord, c'est pas un arrière droit. Et Richie James, ou Richie James, est pas opérationnel. Donc tu peux pas compter sur lui. Et là, pour le coup, je pense qu'il aurait bien aidé, Richie James. Mais là, on comprend que l'Angleterre va s'en remettre à Gordon, Bellingham et Kane pour évoluer en transition. C'est ça. C'est ça qu'on comprend. Ça va être son plan. Et en soi, bon, c'est toujours plus facile de le faire quand tu es à 0, quand tu es avec un but d'avance. Mais ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Et alors, je dis pas, hein, Kane n'est pas forcément un joueur de transition. Hein. Il n'a pas la capacité de pouvoir te faire des appels éclairs et ce genre de choses. Gordon, par contre, est plus en capacité de le faire. Et si je parle de Gordon, c'est pas pour rien, les copains. C'est que c'est lui. Alors, je me rappelle plus de qui lui fait la passe. Qui le lance en profondeur, Gordon. Mais Gordon est lancé en profondeur, mais c'est quoi? C'est 3 minutes après. Donc là où au moment où on est en train de se dire, putain, les Mexicains, ils vont vraiment le faire, on est à 10 contre 11. Les Mexicains, je sais même pas si c'est phase de transition, mais il y a balle en profondeur pour Gordon. Et là, Rangel, alors on l'avait mis en avant pendant la preview, Rangel. On avait dit, putain, le gars,
défense solide, 0 but encaissé. Putain, là, il te plombe l'équipe, il te fait une sortie complètement pas maîtrisée dans les pieds. Et Gordon va choper le péno. Et à partir du moment où tu as le péno, bon, je tiens à dire que les Mexicains, même s'il y a eu un peu de vice et de bluff et tout ça, encore une fois, 100 000, on est à 100 000 lieues de ce qu'on a pu voir hier soir avec les Paraguayens. Vraiment, aucun rapport. Donc, il y a un petit peu de stress à ce moment-là pour l'Angleterre qui va aller le tirer. Il y a même Bellingham qui a le ballon. Et je me dis même à ce moment-là, Bellingham, il est on fire. Il va aller vouloir choper ce triplé qui va le mettre complètement ouf. Mais non, on va se mentir, il y a un tireur de péno et puis bon, il y a un classement des buteurs aussi à aller chercher. Donc non, c'était pour Harry Kane. Et donc 60e, là tu as l'Angleterre qui reprend 2 buts d'avance, alors qu'ils sont à 10. C'est là où je vous dis que ce match, il est un peu dingue, en fait. C'est que heureusement que je ne l'ai pas fait en live, parce que je vous dis, sûrement, je serais parti sur plein de constats au fur et à mesure du match. Au moment des 2 buts de Bellingham, je vous aurais dit, bah, c'est fini, c'est terminé le match. Au moment après le but de Queen Agnès et au moment du rouge, je vous aurais dit, bon, voilà, les gars, le Mexique, c'est obligé, ils reviennent dans le match. Et 3 minutes après, t'as Harry Kane qui va parce qu'il tremble pas. Hein. Et cœur sur toi, Harry. Vraiment, cœur sur toi. Toi, tu vas tirer les pénaux. Et en fait, t'arrêtes les histoires de non, en fait, je m'arrête pendant la course d'élan et tout ça. Non, lui, il t'annule. Il fait la vraie course d'élan. Il tire comme un Anglais et c'est tiré à ras du poteau. Enfin, c'est petit filet et ça fait filoche surtout. Voilà. Et pour tous ceux qui nous expliquent que non, mais il faut déstabiliser le gardien parce que c'est important, tu comprends. Ouais. Écoute, en tout cas, à l'arrivée, il va te planter le but qu'il faut au moment où il faut. Et ça change tout. Et ça, pour moi, ça change tout. Dans ce match compliqué, ah oui, tu peux compter sur tes tauliers, en fait. Tu peux compter sur tes tauliers. Et là, dans ce match, désolé, hein, mais il y a des joueurs qui ont marqué des points. Hein. Dans ce 11-là, il y a vraiment des joueurs pour moi qui ont plus même que marqué des points. Je pense qu'Anthony Gordon, là, ce soir, il a gagné définitivement sa place dans le 11. Je suis désolé pour Marcus Rashford, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Marcus, hein. Mais non. Là, ce soir, ce que nous a fait Gordon, c'est très, très fort. Vraiment, c'est très, 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 très impressionnant. Et on verra hein, pour ce fameux quart de finale, parce qu'il va y avoir un quart de finale, bien évidemment, qui se profile. Mais pour moi, l'Angleterre, là, alors Saka, je vous ai dit que j'ai bien aimé le début de match. Maintenant, voilà, on va pas se mentir non plus. Le début de match, c'est une chose. L'ensemble du match, bon, c'est un peu plus partagé. Donc, si Madueke est titulaire au prochain, on va vous dire que je crierai au scandale. Mais j'ai trouvé que Saka était quand même un peu mieux, quand même. Faut être honnête. Je l'ai trouvé un peu mieux que ce qu'on a pu voir ces dernières sorties où pas prendre le match de la finale de Ligue des Champions, mais je pense que ça parle à tout le monde. Là, on était sur un Saka qui était vraiment, mais qui me faisait de la peine à voir. Là, ce soir, c'est mine de rien, il fait une passe décisive en plus. Ouais, il fait une passe décisive. Ah oui, attendez, je revérifie, mais oui, il fait une passe décisive. Saka sur le premier de Bellingham. Eh oui, c'est ça. Il fait le centre en retrait pour Bellingham. Oui. Donc Saka mieux. Donc pour moi, je repartirai là-dessus pour le quart de finale. Hein. Pour le quart de finale, une attaque avec Saka, Bellingham, Gordon et Kane en pointe. Je vous dis, il a son quatuor. Donc après, ça peut évoluer, hein, s'il y a des blessures, s'il y a tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais quand je dis que ce soir, il a enfin son match référence, Thomas Tuchel, c'est pas pour rien. Au-delà du résultat. Parce que vraiment, dans la construction tactique de la rencontre,
J'ai bien aimé ce qu'ont proposé les Anglais. J'ai vraiment, hein. Je vous dis pas que c'était ultra maîtrisé, c'est pas très très loin qu'on aille au péno parce que voilà, je termine juste sur Tourelle. Non, non, continuons sur le match, continuons sur le match. On aura le temps de parler de Tourelle après. Euh, Là, ce qui ressort, donc après ce but de Kane, comme je vous dis, là, on se retrouve à 3-1. Alors, ok, ils sont à 10 contre 11. Et on se dit, bon, là, les Anglais, ça fait quand même 2 buts d'avance. 2 buts d'avance, ils vont pas galérer. Ils vont pas galérer quand même au point de. Et ça va être là où mine de rien, bah, les Mexicains, ils vont revenir dans la partie. Ils vont réussir à revenir dans la partie. Bon, le péno est je vais pas dire il est donné, hein, c'est pas donné, mais il est généreux. Voilà, on va dire ça fait partie de la catégorie des pénaltys généreux. Voilà, c'est un pénalty généreux. Mais il n'y a pas de scandale. En soi, il y a pas de scandale à avoir ce pénalty accordé. Et Jiménez tremble pas, Raúl Jiménez tremble pas une demi-seconde devant Pickford. Et il va inscrire le but du 3-2. Et là, les gars, ça va être la folie sur les buts de Pickford. Là, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Et c'est normal, hein. Les Mexicains, on le rappelle, hein, ils étaient à domicile, hein. Donc, ils étaient obligés de tout tenter. Ils étaient obligés de mettre, on va dire, c'est pas toute leur force dans la bataille, mais ils étaient obligés de tout essayer. Donc, à ce moment-là, Aguirre va faire qui va faire rentrer il va y avoir voilà, il va y avoir Edson Alvarez, voilà, donc je l'avais dit à la mi-temps. Il y a Gutiérrez. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, moi je l'ai découvert vraiment, hein. Je fais pas mon hipster à chaque fois, je le dis. Je l'ai découvert là pendant cette Coupe du Monde. Brian Gutiérrez, c'est un super joueur de ballon. Vraiment, un joueur élégant, bonne qualité technique. Et en plus, c'est pas genre une espèce de pépite, hein. Il doit avoir 25-26 ans. Je vais revérifier son âge. Mais très, très intéressant, ce joueur. Vraiment très intéressant. Donc, lui, il rentre à l'heure de jeu. Brian Gutiérrez, ouais, c'est 23 ans. C'est 23 ans et il joue à Guadalajara. Beaucoup de joueurs, hein, d'ailleurs, dans cette sélection, jouent là-bas. Et alors là, par contre, j'avoue, je comprends pas trop. Ah, j'avoue que la sortie de Mora, qui était certes pas dans un grand jour, mais qui est un joueur de ballon et dont tu vas avoir besoin, même surtout à 10 contre 11, j'ai pas trop compris. Parce que surtout Santiago Jiménez, pour ceux qui ne l'ont pas forcément, vraiment, hein, c'est un attaquant qui est en panne de confiance, qui a pas des caractéristiques super différentes d'un Raúl Jiménez. J'avoue, j'ai pas compris son entrée. Mais bon, il y avait un côté un peu offensif. 8 minutes après, donc il y a l'ouverture, il y a pas l'égalisation, mais la réduction de l'écart de notre ami Jiménez sur péno. En fin de match, il va faire rentrer Fidalgo à la place de Sanchez. Donc Fidalgo, à la base, je joue pas, c'est pareil, ça fait partie des joueurs que je connaissais pas de base, même s'il joue au Betis. J'avoue, j'étais passé à côté de ce joueur. Choix plutôt offensif parce que Sanchez, c'est un défenseur. Et puis, il y a Guillermo Martinez. C'est pareil, celui-là, le Guillermo Martinez, je ne le connaissais pas, qui joue au Pumas. C'est 31 ans et c'est pareil, c'est des joueurs qui jouent dans le championnat local, qui sont jamais passés par la case Europe. Je dénigre pas, hein. C'est juste pour expliquer pourquoi je les connaissais pas forcément. Et en plus, lui, il rentre à la place de Quinones. Et là, je vous le dis, pour moi, le coaching d'Aguirre, il a pas été bon, hein. Parce que dans cette histoire-là, comment vous dire, les changements n'ont pas apporté grand-chose, en fait. Vraiment. Pour moi, les changements apportent pas grand-chose. Et de l'autre côté, on a Tourelle qui, lui, fait sortir Nico O'Reilly et relance Jed Spence. Nico O'Reilly, à un moment donné, il s'est fait pourrir par Tourelle parce qu'il a loupé une touche.
Après, j'avoue, hein, louper une touche en professionnel, j'avoue, c'est pas normal. Mais il s'est fait pourrir, le pauvre. Et c'est quand même là où je vous dis, Tourelle, il a son match référence, ok, très bien, mais ça a pas l'air d'être rigolo quand même dans le groupe avec lui. Vraiment, ils ont pas l'air de se marrer, les bonhommes. Quand même, hein, c'est pas régalade totale avec l'ami Thomas. Il est pas trop dans l'empathie, hein. Il est pas trop dans la connivence avec les joueurs, hein. Ah putain, c'est dur, c'est dur. Alors que moi, je me souviens, je pense qu'on se souvient tous un petit peu, mais de lui quand il était à Paris, quand il arrive, franchement, c'est lui qui nous invente un peu la calinothérapie, hein. Donc Tourelle, ouais, j'avoue, j'ai particulier, on va dire, particulier. Mais, mais voilà, il tient son match référence aussi parce que ça a tenu. Parce que ça a tenu. Faut être très clair, hein. C'est aussi par le résultat. Et on nous a expliqué un petit peu que Tourelle, il était là aussi pour faire passer un cap à cette équipe d'Angleterre qui a toujours cette image de loser. Donc là, c'était l'occasion, une bonne fois pour toutes, de faire passer cette réputation un peu sous silence. Bon, bah, ça a été fait. Ça a été fait parce que ce soir, s'il y a une équipe qui n'est pas tombée dans le piège, bah, c'est bien les Anglais. Et ils ont réussi leur rencontre, même si à la fin, ça reste super, mais vraiment super on va dire mince comme écart, parce que jusqu'à la fin, les Mexicains, ils y ont cru. Maintenant, la réalité, c'est que la qualif pour les quarts de finale, elle est là. Et ça, moi, je vous dis, les copains, c'est pas rien, hein. Qualifier une sélection pour les quarts de finale, on aura beau dire, OK, le premier tour, ils ont joué contre un tel. Bien sûr, c'est vrai. Le premier tour, c'était la Croatie, le Ghana, le Panama. OK. OK, en 16e de finale, c'était la RDC. Équipe compliquée quand même, mais fallait la sortir. OK. Là, ils viennent de sortir le pays organisateur chez eux. Il y a quand même des signes d'une montée en puissance, les gars. Qu'on le veuille ou non, après, moi, j'ai rien contre la sélection anglaise, loin de là, mais qu'on le veuille ou non, là, cette équipe anglaise, elle a ce soir gagné sa place pour moi dans la catégorie des favoris. Parce qu'ils ont su gérer et maîtriser, même si ça s'est fait encore une fois à l'arrache, un scénario qui était compliqué au départ. Jouer le pays organisateur et vu ce qu'on avait comme référence de ce pays organisateur depuis le début de la rencontre, honnêtement, c'était pas simple. Honnêtement, c'était pas simple. Donc s'en sortir en plus quasiment à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps, c'est fort parce qu'en plus, hein, les gars, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, l'arbitre, alors, évidemment, il y a eu les recours à la VAR pour le penalty, pour le carton rouge et tout ça. Mais il a accordé 10 minutes de temps additionnel. Donc, tu as eu 10 minutes en plus supplémentaires. Donc, non, 11. Je viens de revérifier. Je ne savais plus si c'était 10 ou 11. Non, 11 minutes. 11 minutes de temps additionnel. Donc, vraiment, la performance des Anglais dans cette partie, elle n'est pas à sous-estimer. Elle n'est pas à sous-estimer. Vraiment, c'est important ce qu'ils ont réussi à faire et c'est pas à minimiser. Vraiment, c'est pas à minimiser parce que cette équipe, je le redis, sur le papier, oui, elle était favorite, mais on va pas se mentir, les copains. Si je vous dis que les Anglais, à ce moment-là, avant le match, on en a parlé, on a fait la preview, vous étiez beaucoup à voir aussi le Mexique l'emporter. Vraiment, s'en sortir à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps, parce que je vous ai dit 10 minutes de temps additionnel, franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Alors, message de Mélanco 6 qui nous dit « Bizarrement, toutes les équipes du continent américain sont avantagées par l'arbitrage. » Avantagées, je sais pas, parce que mon copain, vraiment, tu as la sensation que ce soir, ils sont avantagés. Le péno, il y est, hein. Le péno, il y est. Le carton rouge, il y est, hein. Je veux pas... Moi,
Voilà, j'ai le maillot du Mexique, hein. Mais vraiment, j'ai rien de mexicain, je suis pas mexicain de base. Mais pour moi, c'est difficile de dire ils sont avantagés par l'arbitre, hein. Non, pour moi, c'est c'est plutôt maîtrisé, franchement, hein. C'est plutôt maîtrisé. Je parle de l'arbitrage, hein. Les décisions, pour moi, elles sont pas déconnantes, hein. Dis-moi, hein, si toi, tu vois d'autres décisions, je les ai peut-être plus en tête, et tu as peut-être raison, il y a peut-être d'autres décisions, mais pour les décisions vraiment majeures qui peuvent influer sur la rencontre, le rouge de Konsa, c'est normal, et le penalty pour les Mexicains, il est normal, en fait. Moi, j'avoue, la mélancolie, je te suis pas. Si c'est sur ces deux faits de jeu-là. Après, sur d'autres, peut-être, dis-moi, hein. Mais sur ces faits de jeu-là, non. Maintenant, oui, ce qu'on pourra faire aussi comme débat et comme constat qu'on peut faire déjà dès maintenant, c'est peut-être on va dire une certaine faillite. Alors là, j'englobe un peu la zone CONCACAF avec l'Amérique du Sud, mais un petit peu le flop du continent américain. Et attention, parce que si ça sort aussi contre la Belgique demain, les États-Unis, il pourrait y avoir un vrai flop, parce que il y aurait Canada qui serait parti. On vient de le voir, là c'est le Mexique. Si demain on a les États-Unis, ça en fait un supplémentaire. Ajouter les Brésiliens qui sont sortis ce soir. Le continent américain, là, il est pas trop à la fête, hein, sur les huitièmes. Voilà. Maintenant, on va attendre avant de faire des vrais bilans complets. Il y a encore l'Argentine, il y a encore la Colombie qui doivent jouer. Mais oui, par contre, ça, c'est une petite tendance, hein. Alors, Mélancosis qui nous dit: je parle du temps additionnel de 10 minutes qui me paraît injustifié, et c'est toujours le cas quand une équipe du continent américain perd, et inversement quand il gagne. Je te jure, hein, j'ai pas envie de faire le relou à te contredire. Parce qu'en plus, dans le fond, tu as raison dans certains cas. Mais là, ce soir, les 10 minutes de temps additionnel, elles sont justifiées, hein. Le temps pris par la VAR pour aller constater les différentes situations, franchement, mon copain, t'es obligé. Les 10 minutes, elles sont pas loin, hein. Parce qu'en plus, il y a eu des moments où c'était haché, le jeu était haché. Vraiment, hein. C'est pas je veux faire le rôle. Par contre, je comprends ce que tu veux dire. Il y a plein d'équipes sud-américaines qui peuvent être un peu, qui peuvent jouer avec le règlement, qui peuvent surfer un peu sur la ligne entre les deux, et qui peuvent en profiter pour gratter du temps ou certaines actions. Mais vraiment, la premier degré sur le temps additionnel, ouais, allez, j'aurais peut-être mis, si tu veux, 1 ou 2 minutes en moins, mais les 9-10 minutes, franchement, elles m'ont pas étonné, parce qu'il y avait eu, ouais, pas mal d'arrêts de jeu. Maintenant, peut-être que toi, tu as une autre vision, hein, mais voilà. Maintenant, voilà, pour terminer sur l'histoire du constat, comme d'habitude, vous savez un peu sur la chaîne, on va pas faire des constats là, maintenant, tout de suite, sans avoir toutes les infos, sans poser le temps de mettre les chiffres un petit peu, de regarder et de comparer. On peut juste voir, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, que ces équipes sud-américaines et ces équipes américaines dans l'ensemble, bah ouais. Il y a un petit ralentissement là sur ces huitièmes de finale. Parce que si on compte les deux, c'est-à-dire continent Amérique Nord, Centrale et Sud, on a, je vous dis, trois participants en moins. Donc, et il nous en reste plus, entre guillemets, que 3. Il nous en reste plus que 3. Et là, il n'y en a pas un seul qui est passé. Parce que France, Angleterre, Norvège, ça fait 3 Européens, et Maroc, 1 Africain. Donc, il y a une petite tendance qui est en train de se placer. Maintenant, attention, encore une fois, si la Colombie et l'Argentine et les États-Unis viennent à se passer, pour l'ensemble du continent américain, dans son ensemble, il y en aurait 3. Donc, et c'est possible, hein, que l'Argentine batte l'Égypte, que la Colombie batte la Suisse et que les États-Unis battent la Belgique. On n'est pas sur des codes complètement improbables, hein, les copains. Donc, c'est possible. Maintenant, on peut juste constater ça, là, maintenant, tout de suite, dans cette phase de Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, vous vous en doutez, je vais être plutôt gentil sur la note du match,
parce que vraiment, c'était régalade. Alors peut-être que Mélancosis, toi, t'as trouvé que le temps était un peu long à la fin. Peut-être que tu avais un petit côté anglais aussi là-dedans. Mais peut-être que certains ont trouvé un peu le temps long et tout ça. Mais moi, je me suis régalé. Hein. Franchement, je me suis régalé pendant le match. Hein. C'était plaisant, ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des retournements de situation comme on aime, des momentum de match où je l'ai dit, où tu penses que ça y est, le match il est terminé, bouclé, emballé, pesé, et puis bah non, finalement, hop, remets-toi à la page. Le football te remontre que c'est jamais terminé jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, la deuxième mi-temps, je l'ai dit, la manière dont l'Angleterre a joué cette deuxième mi-temps à 10 contre 11 pour la plupart du temps. Ouais, moi j'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé ce match et j'ai envie de voir un peu plus maintenant de cette Angleterre. J'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire pour le tour prochain. Et le match contre la Norvège, alors bien sûr, il y en a certains qui vont vous dire on aurait pu avoir un Brésil-Angleterre, c'est fou, un Brésil-Angleterre. Oui, je suis d'accord. Je vais pas vous mentir. Oui, c'était hypant comme quart de finale pour une place dans le dernier carré, ça pouvait être joli. Maintenant, vu ce que nous a montré la Norvège ce soir, et vu ce que nous a montré l'Angleterre ce soir aussi, vraiment, il me hype dans ce quart de finale. Tout comme le France-Maroc pour l'instant. Donc, voilà, on a pu perdre un petit peu d'intérêt sur certains de ces 16e de finale qui étaient pas dingos, qui étaient un peu en manque un manque de suspense ou en manque d'intérêt foot. Ok, il y en a eu quelques-uns. Faut pas se mentir, il y en a eu quelques-uns. Par contre, là, les affiches pour l'instant, qui nous sont proposées en quart de finale, France-Maroc, Norvège-Angleterre, excusez-moi les copains, ça me hype de fou. Voilà. Et je suis ni français, ni marocain, ni norvégien, ni anglais. Je suis extérieur. Mais là, vraiment, pour moi, ça fait partie des matchs à élimination directe. En plus, là, on est vraiment, comme on dit, dans le money time de la compétition. C'est-à-dire, c'est là où c'est-à-dire, tu fais basculer ta compétition de bonne à très bonne. Quart de finale, qu'on le veuille ou non, pour n'importe quelle équipe, même l'équipe de France, avec son équipe et tout ce que vous voulez, je suis désolé, mais quart de finale, ça reste une bonne performance. Bien sûr, si ça s'arrête en quart de finale, on dira que l'équipe de France est décevant et tout ça, pas de problème. Mais maintenant, sur le papier, quand tu arrives dans les 8 meilleures équipes du monde, désolé les gars, mais je vais faire un peu mon ancien, mais pour moi, ça signifie quelque chose. Donc, là, maintenant, on arrive dans le stade où tu fais basculer ta Coupe du Monde. Tu la fais basculer de bonne à très bonne. Et les Norvégiens, c'est ça. Hein. C'est que pour eux, s'ils passent ce tour-là, voilà, c'est plus une bonne Coupe du Monde. C'est plus une historique Coupe du Monde. Là, c'est une Coupe du Monde extraordinaire. S'ils font dernier carré en sortant et les Brésiliens et les Anglais et au tour d'avant la Côte d'Ivoire qui était un des outsiders principaux, les gars, là, les Norvégiens, ils peuvent vraiment se dire qu'ils sont bénis des dieux, les Vikings. Hein. Donc attention, hein. Attention, c'est pas du tout interdit qu'on puisse avoir les Norvégiens qui nous fassent un truc de fou. Maintenant, on en est encore loin. Il y a encore d'autres huitièmes de finale qui sont alléchants avant de commencer à se projeter sur l'écart. Ne serait-ce que demain, je vous dis 21h, le Espagne-Portugal. Demain, tout à l'heure, hein. Mais on s'est compris. Le Espagne-Portugal, c'est une sacrée dinguerie comme match indécis. Et le États-Unis-Belgique, ok, c'est peut-être un cran en dessous, même 2 crans en dessous si vous voulez, mais n'empêche que c'est indécis. Donc on va aussi se régaler encore dans ces quarts de finale et peut-être un tout petit peu moins, c'est peut-être un peu moins alléchant le Argentine-Égypte et le Colombie-Suisse, mais n'empêche qu'il y a de l'indécision dans les deux, dans ces deux-là aussi, au vu surtout de ce que nous a montré l'Argentine au dernier match. Donc il y a encore du spectacle dans ces huitièmes, mais c'est vrai que l'écart, quand on commence un tout petit peu à se projeter dessus, on va quand même passer des bons moments, les copains.
Désolé, j'ai bu un coup. Dernier truc, oui. Est-ce que on peut dire, c'est une question à poser, je pense. Est-ce qu'on peut dire que le Mexique a réussi sa Coupe du Monde 2026? Ah, je vais être très honnête, les copains, je vais vous dire que non. Et pourtant, avant le match, je vous disais que oui, parce qu'ils m'ont impressionné et qu'ils ont développé un football attrayant, positif, ce que vous voulez. Mais il y a un truc aussi dans le foot, c'est les objectifs, ce que tu peux faire avec ton équipe, et puis l'histoire un peu de ton équipe. Et là, je vous cache pas, les copains, ça fait un énième huitième de finale pour les Mexicains. Je suis désolé, hein. Moi, depuis que je suis la Coupe du Monde, je sais que je suis un ancien, mais je suis pas non plus un ancien qui a 85 ans, mais j'ai plus de 40 et je vous le dis, j'ai jamais vu, je suis la Coupe du Monde depuis 90, j'ai jamais vu une seule fois le Mexique se qualifier pour un quart de finale de Coupe du Monde. Et là, dans une Coupe du Monde, alors pas que organises en entier, parce que c'est pas que en entier, c'est pas que chez toi, mais tu as joué tous ces matchs-là à domicile. Pour moi, là, c'était là le moment clutch. C'était là le moment clutch du Mexique. Et je suis désolé, mais tu passé à côté. Tu passé à côté. Tu passé à côté. Donc, la fameuse question, est-ce que les Mexicains ont réussi leur mondial? C'est cruel, hein, parce que là, ça veut dire que vraiment, on s'arrête juste uniquement sur une seule chose, c'est le résultat. Mais malheureusement, je pense que les Mexicains, si vous leur posez la question aux supporters, ils vont vous répondre ça, hein. Ils vont vous répondre que oui, ça a été positif dans l'expression de l'équipe, c'est-à-dire la victoire, surtout en 16e de finale face à l'Équateur avec ce style-là et cette maîtrise-là. Je pense qu'ils ont tous été très, très fiers de ça. Par contre, ils attendaient ce match-là comme un match référence. Et je pense, pour le coup, s'il s'était passé, que là, on aurait le niveau d'attente serait passé à un niveau supérieur, je pense. Mais là, tu es obligé d'être ramené par le résultat final. Et le résultat final, je suis désolé, les copains, mais c'est une énième. Je sais pas, je pense qu'on doit être au moins à 6 ou 7 fois que le Mexique se fait sortir en huitième de finale. Ah, je sais pas si vous imaginez, quoi. C'est quand même fou. Alors, David Grasse, je vais taper David Grasse. Ça ira plus vite. David Grasse qui nous dit: oui, le Mexique a exhibé un football qualitatif et ambitieux. Il mérite nos appréciations. Oui, non, mais attention. Tu as raison de préciser ça, David. On est d'accord que l'équipe du Mexique, elle a réussi sa Coupe du Monde d'un point de vue de l'image, d'un point de vue souvenir de ce mondial. Oui, on va se souvenir de cette équipe. Elle va pas passer inaperçue. Je ne dis pas qu'on va s'en rappeler 50 ans, mais on se rappellera de cette équipe qui a pu faire le match contre l'Angleterre. Mais on en arrive là. À un moment dans le football, c'est aussi ça qui fait la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs, et les bonnes équipes et les très bonnes équipes, ou les grandes équipes, c'est le fait de surperformer à un endroit. Et là, malheureusement, ce Mexique, il a sous-performé. Enfin, non, il n'a pas surperformé. Il a juste performé. Il nous a montré des choses super intéressantes, parce que franchement, faut vraiment pas enlever ça, hein. Les choses intéressantes, on les a vues, hein. On en a vu plein, hein. Par contre, au moment clutch, tu passes pas. Tu passes pas. Et ça, malheureusement, les copains, c'est ce que beaucoup de supporters mexicains vont garder. Ils vont pas garder forcément l'image donnée. Maintenant, nous, de l'extérieur, on n'est pas des suiveurs forcément de El Tri, le surnom de cette sélection. Donc, on peut juste constater à notre niveau que cette équipe-là, comme j'ai dit, elle a fait honneur, qu'elle a été positive, qu'elle a pas triché, qu'elle a pas
Voilà, aucun problème là-dessus. Ça a été une équipe valeureuse, positive et tout ça et tout ce que vous voulez. Par contre, est-ce qu'elle a réussi son mondial? Je suis désolé, mais malheureusement, en plus, j'aime pas être résultatiste, hein. Je préfère être beaucoup plus dans l'expression de ce que tu as montré pendant ta compétition. Est-ce que tu as est-ce que tu as essayé de jouer un football un peu audacieux? Et c'est ce qu'ils ont pu faire à certains moments. Maintenant, tu es ramené un truc, c'est le niveau des adversaires. Les 3 premiers adversaires, bien sûr, tu les 4 premiers adversaires, tu as réussi à les maîtriser, à les battre et pas de problème. Et on va les redire. Les 4 premiers adversaires, c'est Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque et Équateur. Donc on n'est pas face à des champions du monde, on n'est pas face à même des outsiders de la compétition. L'Équateur, ça faisait partie des outsiders très, 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 très loin. Et ni la Corée du Sud et ni la République tchèque et ni même l'Afrique du Sud n'étaient des équipes vraiment références. Donc là, sur une équipe plus forte, bah, tu as montré tes limites. Certes, avec panache, donc t'es pas tombé, comme je l'ai dit, de manière sale avec ah ouais, tu t'es régalé dans les premiers tours, mais dès que le niveau élevé est arrivé, tu t'es écroulé. Parce que quand on regarde les stats, les gars, franchement, ils ont fait jeu égal avec cette équipe anglaise. Donc il y a rien à leur reprocher en fait. C'est juste que le résultat acte, on va dire, ta Coupe du Monde, le résultat de ta Coupe du Monde, le bilan de ta Coupe du Monde. Et je suis désolé, on va être obligé de dire que c'est pas réussi. C'est pas raté, mais c'est pas réussi. Donc c'est moyen. C'est moyen. David qui nous dit vraiment une performance à la hauteur de sa stature, sauf que c'est par une incohérence dans les petits détails qu'ils ont succombé arme à la main. Oui, oui, oui. Non, ça par contre, t'as raison. Arme à la main, ça me va bien. Quand on regarde, les gars, hein, regardez un peu le momentum en bas à gauche, toute la partie gris, vert, c'est de la pression des Mexicains et ça, c'est après le deuxième but de Raúl Jiménez, hein. Donc vraiment, ils ont tout tenté. On peut vraiment pas leur reprocher ça. Ils ont tout tenté jusqu'à la fin. Pickford a sorti des arrêts, la défense a été costaud, a été vraiment très solide par moments. Donc ils sont tombés arme à la main. Mais si tu as été compétiteur, David, on a tous été compétiteurs. Si on aime le foot, c'est qu'on a été compétiteur à un moment. L'image que tu laisses, c'est une chose, et c'est important pour moi. C'est pas à sous-estimer, et c'est pas à mettre de côté. Par contre, ne nous trompons pas. On est tous compétiteurs pour un résultat. Et le résultat, je vais pas te l'apprendre, mon copain. Le résultat, c'est de gagner. Donc, si tu ne passes pas ce fameux plafond de verre qui est toujours un peu ton talon d'Achille depuis des années, parce que tu te retrouves avec toujours ces huitièmes de finale et on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas à passer. Et oui, oui, oui. Sachant que là, bon, peut-être que si c'était le Brésil, tu vois, je t'aurais dit, bon, écoute, ils vont peut-être faire un complexe, vis-à-vis d'eux. Donc, attention, c'est pas sûr. Mais là, vraiment, contre la Norvège, je pense qu'ils n'auraient pas fait de complexe. Même tout Haaland que tu veux, hein. C'est-à-dire que pour moi, ils se seraient pas arrêtés là-dessus, en fait. Donc, c'est là où, pour moi, il y a un vrai regret aussi pour ce Mexique, c'est qu'il y avait un peu la place, en fait. Il y avait un peu la place pour peut-être aller gratter quoi? Peut-être le dernier carré. Et voire même on est fou, peut-être même une finale. Des Coupes du Monde que tu organises avec une partie de tableau qui est plutôt à ton avantage et qui pourrait t'amener à un niveau que tu n'as jamais atteint, putain, c'est quand même dommage de passer à côté quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais pour moi, c'est une occasion de rater. Donc, quand je dis aussi, et que je pose cette question-là, est-ce qu'ils ont réussi ou pas leur Coupe du Monde? Bah, c'est aussi pour ça, en fait, les copains. C'est qu'au final, tu te retrouves avec ce match certes très positif, tout ça, mais t'as pas la win, quoi. Donc, je vais pas vous dire que les Mexicains, c'est des éternels losers. Mais il y a quand même un côté, les gars,
Je suis désolé, pour le prochain 16e de finale de Coupe du Monde, pour le prochain 8e de finale de Coupe du Monde, je sais ce que je vais rejouer. Hein. Je sais qu'à ce moment-là, sur FPP, je sais ce que je jouerai quand il y aura le Mexique qui réatteindra les 8e de finale. Parce que malheureusement, il y a un blocage mental. Il y a un blocage mental. Ok, ce soir, vous pouvez me dire qu'en face, c'est l'Angleterre et que l'Angleterre a fait un match intéressant, cohérent, machin. On peut dire que notre copain Thomas Tuchel, il a son match référence, tout ça, bien sûr, bien sûr. Et ça, normalement, ils sont top, hein, les Mexicains. Ça, c'est pour essayer de leur faire passer la pilule. La pilule là qui a passé, c'est que encore une fois, les copains, bah, je vous dis, moi, les moins de 40, les moins de 40 ans, ils ont pas vu le Mexique qui arrive en quart de finale de Coupe du Monde. Donc, pareil, si on regarde, si on relativise, et il y a plein de sélections, hein, c'est le cas. Hein. Il y a plein de pays, c'est le cas. Hein. Jamais faire des quarts de finale de Coupe du Monde, ok, pas de problème. Mais n'empêche que quand ça t'arrive tous les 4 ans, que tu arrives en 8e de finale et qu'on te dit ah, cette année, c'est ton année, hein, c'est ton année, hein, tu vas y arriver. Et qu'au final, année après année, tu te prends les pieds dans le tapis, franchement, je pense que quand t'es supporter, tu fais la gueule quand même. Excusez-moi, hein, mais tu pourras m'expliquer comme tu veux. Hein. Voilà. Maintenant, parlons quand même juste 2 secondes d'un gars, parce qu'on n'en a pas trop parlé. J'en ai juste parlé au tout départ, mais bon, les gars, l'homme du match ce soir, j'ai mis dans le titre Kane et Bellingham, mais c'est surtout Bellingham. Hein. Vraiment, hein, le match qu'il fait, vraiment, c'est très très fort. Et moi qui appelais, je le répète, hein, dans la preview, quelques minutes avant le début du match, je refais mon mea culpa, qui disait ouais, mais limite, je préférerais voir Rodgers à sa place et voir Bellingham plus bas. Bon, je l'ai dit, hein, il m'a fait bouffer mon chapeau parce que là, son match, c'est un match de patron. C'est un match de patron. Il te fait 3 tirs, il te met 2 buts. Il te fait ce retour défensif en fin de première mi-temps à un moment super crucial. Hein, vraiment, là, ce soir, il a mérité son statut de leader de l'équipe. Là, franchement, je m'incline. Après, voilà, hein, il faut prendre des positions à certains moments avant les matchs. Hein. Mais vraiment, ce qu'a pu faire Bellingham pendant ce match, c'est quand même fort. Et c'est pas à sous-estimer et c'est pas à mettre de côté. C'est en contexte de Coupe du Monde. Il a déjà marqué en plus à plusieurs reprises. J'avais dit, hein, voilà, ok, il se cache un peu derrière ses stats, mais le contenu est pas si fou. Bon, là, il a amené le contenu aussi avec. David qui nous dit vraiment tes propos sont bien balancés car au final c'est le score final, le résultat, rien que le résultat qui compte. Le Mexique a intérêt de revoir ses dispositifs pour briser cette barrière des 8e. Ah oui, moi j'aime pas être comme ça. Je le redis, hein. À la base, bon, si vous suivez cette chaîne, à la base, moi je suis plutôt dans la team des gars. Si on peut essayer d'être proactif sur le terrain et si on peut essayer de produire quelque chose quitte à perdre, moi c'est ce que je veux. Voilà. Maintenant, il y a des contextes. Et dans le contexte du Mexique, je suis désolé, mais tu peux pas mettre on va dire, on peut pas mettre de côté l'histoire qu'ils passent jamais les 8e. Vu qu'ils passent jamais les 8e, forcément, là, tu es obligé d'avoir le prisme du résultat. Sinon, on acte définitivement qu'en fait, c'est des losers. Et que dès que le niveau s'élève, bon, bah, on compte plus sur le Mexique. Mais par contre, on se régale pendant le premier tour. Si c'est ça, ok. Mais même si c'est pas ma conception du foot, il y a un endroit, je te dis, tu es ramené par cet esprit de compétiteur. Et si tu es compétiteur, bah, il y a un endroit, désolé, quoi. Tu fais les matchs pour les gagner. Tu fais pas les matchs juste pour bien jouer. Surtout quand tu es le Mexique et que tu organises. Et ça, tu vois, à la limite, ça aurait été un 8e de finale dans une Coupe du Monde qui n'organisait pas, j'aurais peut-être pas ce truc-là. Mais là, avec ce paramètre de ils sont à domicile, ouais, non. En plus, avec la partie du tableau, ouais, franchement, je te le dis, je suis mexicain, j'ai la rage. Hein. Ah, tu peux m'expliquer comme tu veux qu'en fait, c'est pas grave, c'est normal, c'est machin. Si je suis mexicain, là, je te le dis, je fais la gueule. Hein. Et je me dis, en fait, on est maudit. En fait, on n'y arrivera jamais. En fait, c'est ça. C'est plus dans cet état d'esprit-là que je verrais si j'étais mexicain de me dire, mais
Voilà, peu importe. Alors, ils n'avaient pas la meilleure génération de leur vie. C'est peut-être de leur histoire. C'est peut-être là l'endroit à relativiser cette performance, encore une fois. Et que au début de la compète, je suis très honnête, je suis très transparent sur cette question. En début de compétition, moi, tu me dis que le Mexique se retrouve en 8e de finale et fait ce type de match-là contre l'Angleterre, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Vraiment, je suis très honnête, je suis pas sûr. Au début de la compétition, je suis pas sûr que je te dis oui. Par contre, voilà, t'es tombé sur le moment où notre ami Thomas Touré, il a fait son match référence. Qu'est-ce que tu veux? C'est tombé sur toi. C'est tombé sur toi. Donc, quand t'es mexicain, tu fais un peu la gueule. Tu te dis, écoute, il aurait pas pu trouver ça après. Eh non, c'est contre vous. Donc, oui, la fameuse malédiction et la fameuse barrière psychologique du quart de finale qui n'arrive jamais à être trouvé. Je pense que Trauma, il va encore durer un petit moment côté mexicain. Donc bon, c'est dommage pour eux parce que je le dis, il y avait vraiment moyen d'avoir quelque chose peut-être d'assez dingue pendant la suite de la compétition avec une partie du tableau qui était ouverte. Et malheureusement, ça sera Norvège-Angleterre pour le 8e de finale, pour le quart de finale, pardon. Et ça, c'est comme le France-Maroc. Hein. Je vous dis, les deux là, pour l'instant, les deux quarts de finale, ils me hype de fou. Vraiment, ils me hype de fou. Donc, j'ai vraiment envie de voir ça. Déception pour le Mexique, mais elle ne rate pas le Mexique. Pour terminer ce petit débat, le Mexique ne rate pas sa Coupe du Monde. C'est juste que le Mexique n'a pas surperformé. Il n'a pas réussi. Donc, par conséquent, n'a pas réussi sa Coupe du Monde. Mais il l'a pas raté. Il n'a pas raté un 8e de finale. C'était ce qu'on attendait sur le papier. Les plus optimistes, juste on attendait un peu. Ça ne sera pas venu. Voilà les copains. Moi, je vais m'arrêter là. Ça fait une petite heure. Ça fait 1 heure sur ce match. Mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup parce que vraiment, c'était intéressant. Donc, merci à Mélancossis et merci à David Grassek. Je sais pas, je crois que c'est ça. Mais franchement, ton nom est trop long pour qu'on arrive à le prononcer en entier. Donc, David Grasse, ça sera ton nom pour ce soir. Donc, merci à toi d'avoir participé. Merci à tous d'avoir suivi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur le live. Vous êtes de plus en plus et c'est tant mieux. Continuez les copains. Allez-y, hein. Le live va être dispo en replay sur la chaîne dans quelques minutes. Il va être dispo en plus en podcast. Donc, allez-y, abonnez-vous. Si vous avez l'occasion en podcast de mettre des notes sur votre application, ça nous fait grandir un peu plus les podcasts. Donc, allez-y les copains, on a besoin de vous et merci à vous d'être de plus en plus fidèles et de plus en plus massifs pour ces débriefs, pour ces lives, pour tous ces moments ensemble. Et ça, c'est top. Vraiment, ça, je vous dis, c'est le vrai moteur qu'on a dans cette chaîne. C'est votre soutien, les copains. Donc, merci à tous. Et puis, si vous êtes abonnés, c'est ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.